Bien, première vidéo sur le cycle transmettre. Alors, dans cette vidéo, on va s'attacher essentiellement à définir ce qu'est un mécanisme et les caractéristiques géométriques des contacts qu'on peut avoir entre différentes pièces. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'un mécanisme? On va voir quelques définitions pour qu'on soit un peu près calé sur les choses dont on parle. Qu'est-ce qu'une liaison? Qu'est-ce qu'un contact, finalement, au niveau mécanique, sa définition, qu'est-ce qu'il en est? La notion de degré de liberté, donc cette première vidéo du cycle transmettre va nous emmener un petit peu là-dessus. Et puis après, dans une seconde vidéo, on verra plus précisément le graphe des liaisons, le schéma cinématique, le graphe des structures, le schéma d'architecture et le schéma technologique. Et on verra, là, on a tous les outils qui vont nous permettre d'étudier des mécanismes. Donc l'objectif du cours, là, c'est de savoir modéliser un mécanisme. Et on verra pour ça la définition du mécanisme. On verra donc des éléments de géométrie des contacts, la modélisation et la schématisation des liaisons cinématiques. On terminera par la façon de construire un schéma cinématique et la technologie utilisée pour réaliser les liaisons. Voilà un petit peu l'objectif de ce cours qui va se faire sur plusieurs vidéos, évidemment. Alors, on est toujours dans notre système multiphysique au niveau de la chaîne d'énergie. Hein. Là, on est dans la partie transmettre. Et donc, on va étudier cette partie-là. Alors, un petit peu de vocabulaire. On va définir ce qu'est un mécanisme. Le mécanisme, c'est l'association de plusieurs pièces liées entre elles par des contacts physiques qui les rendent totalement ou partiellement solidaires selon qu'ils autorisent ou non des mouvements relatifs. Donc le mécanisme, on a des pièces qui bougent l'une par rapport à l'autre et qui sont en contact, et un contact physique donc. On va définir une liaison mécanique comme la modélisation qui est utilisée pour décrire cette relation. Donc la relation, c'est les mouvements qui sont autorisés, dont la considération est primordiale dans l'étude des mécanismes. La base de toute étude de mécanisme, ça sera les liaisons mécaniques et le schéma cinématique qui va avec, évidemment. On va définir les liaisons mécaniques entre groupes de pièces. On appelle ça des classes d'équivalence qui contiennent des pièces entièrement solidaires. C'est-à-dire que quand on étudie un mécanisme, deux pièces qui ne bougent pas l'une par rapport à l'autre, qui sont vissées, soudées, liées d'une façon ou d'une autre, mais qui n'autorisent plus de mouvement, donc au montage, on avait deux pièces différentes, mais dans le mécanisme, elles ne bougent jamais l'une par rapport à l'autre. On considérera que ces deux pièces ne forment qu'une pièce, et on appelle ces groupes de pièces des classes d'équivalence. C'est très important de comprendre cela. Alors, on va regarder là, dans un premier temps, comment deux pièces, de manière générale, on va dire, comment deux pièces peuvent se toucher. On verra qu'on peut se toucher suivant un point, on appellera ça un contact ponctuel, suivant une ligne, un contact linéique, ou suivant une surface, un contact surfacique. Donc, on va passer assez rapidement ces différents types de contacts et après on verra que ça définit des liaisons entre pièces. On a toujours les mêmes hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse des solides indéformables. Je vous rappelle qu'un solide indéformable, il est tel que deux points du solide sont toujours à la même distance. Et pour décrire la géométrie du contact, on va souvent lui associer un repère local qui est associé au contact. On appellera ce repère R. O, X, Y, Z. Donc, a priori, R, il sera lié à la géométrie du contact et donc pas nécessairement lié à un des deux solides. Hein. C'est le contact entre les deux solides qui va définir de quelle façon on va placer ce repère. Et on placera l'origine du repère au centre géométrique du contact. Et bien évidemment, on se place sur des repères orthonormés directs. Alors, commençons par étudier rapidement les contacts ponctuels. Hein. Si on a un contact ponctuel, ici, on va imaginer entre deux solides, S1 et S2. Donc là, on a un contact ponctuel en eau. Alors, notre repère, comment est-ce qu'on va le placer? On va placer son origine en eau. On n'a pas tellement le choix, là, hein, puisqu'on a un point de contact.
Par contre, on va le placer tel que OX est normal au plan tangent commun. Donc, on a un plan tangent commun à ce contact et on va placer une normale à ce plan tangent. On mettra X dessus et on mettra les deux vecteurs Y et Z dans le plan tangent commun. On n'a pas le choix, hein, parce que si on a placé le vecteur X perpendiculaire au plan tangent commun, forcément, pour un repère orthonormé, Y et Z seront dans le plan. Voilà comment on peut définir un plan, un repère associé à un contact ponctuel entre deux solides. Si le contact est linéaire, il peut être linéaire rectiligne, c'est-à-dire suivant une droite. À ce moment-là, on va placer notre repère de cette façon-là. On va placer, donc on a une ligne de contact delta et on va mettre au milieu de la génératrice de contact, du cylindre finalement. On va placer une perpendiculaire au plan tangent, ici donc en X. Et on va prendre, cette fois-ci, on va orienter, les deux autres vecteurs sont forcément dans le plan tangent, mais on va orienter un des deux vecteurs suivant la génératrice de contact, delta. Et donc finalement, le troisième vecteur Z sera dans le plan, mais il sera, lui, perpendiculaire à delta et aussi perpendiculaire à la normale au plan. Voilà pour définir un contact linéaire rectiligne. Pour un contact linéaire annulaire, là vous voyez ici, hein, on peut avoir une boule qui se déplace dans une gorge. Hein, donc on a une ligne de contact qui forme un anneau en fait, hein, un anneau plus ou moins complet. Donc on voit bien qu'on peut se placer en différentes positions. Donc on placera notre repère O, O avec le centre de la bille ici. Hein. Donc on peut le placer là par exemple, hein, pour cette position de bille. On va mettre X porté par l'axe de la gorge, hein, donc on a une gorge qui est effectivement par là, donc voilà qui nous place le vecteur X. Et ensuite, on va placer les deux vecteurs Y et Z avec le plan qui contient l'arc de cercle. Donc ici, on a l'arc de cercle qui va être finalement perpendiculaire à l'axe de la gorge. Voilà, donc là, on est sur des définitions assez simples hein, de contact, hein, et après on peut avoir des contacts de surface. Alors là, on peut avoir des choses assez compliquées. Hein, on peut avoir autour d'un point O, on va avoir pour deux solides, deux surfaces qui ont la même forme géométrique du coup. Hein. Si on a un contact surfacique, S1 et S2 donc ont en commun une surface. Alors regardez par exemple ici, hein, on a un contact cylindre ou non d'ailleurs de révolution, hein, ça c'est la définition d'un cylindre. La définition d'un cylindre, hein, c'est l'ensemble, on prend une ligne fermée et on fait passer, suivant une direction, un grand nombre de lignes, hein, suivant une direction. Voilà, on ferme la surface, on crée la surface avec une direction portée par le cylindre. Et donc voilà, on se place au centre de la liaison, on met un vecteur X suivant l'axe du cylindre, la direction du cylindre, et les deux vecteurs Y et Z suivant la perpendiculaire à cet axe. Si on a une surface conique, on va aussi se placer à peu près au centre de notre liaison, au centre géométrique ici de la surface de contact, et on va prendre l'axe du cône, et on va définir, pareil, nos vecteurs X, Y, Z, donc le premier X suivant l'axe du cône, et les vecteurs Y et Z suivant la perpendiculaire à cet axe X. Alors on peut avoir des surfaces hélicoïdales de contact, hein, là vous voyez quelque chose qui est vraiment un contact surfacique assez compliqué, hein, donc toujours X suivant, on voit à peu près ici, hein, l'hélice, l'axe de l'hélice, et toujours pareil, Y et Z dans le plan qui est perpendiculaire à X. Là, finalement, on n'a pas beaucoup de contraintes. Hein. Quand on a une surface sphérique, hein, on va placer O au centre de la bille. Là, on voit que la surface de contact est sphérique. Et là, on n'a pas d'orientation définie prépondérante, puisque finalement, on n'a pas d'axe. Hein. Ici, on tourne dans tous les sens, le contact, on n'a rien à privilégier. Donc, on place notre repère orthonormé un petit peu comme on le veut. Le principal étant que O soit le centre de la bille de ce contact sphérique.
Lorsqu'on a une surface plane de contact, là c'est un peu pareil, hein, on va placer O au centre de la géométrie du contact, on va placer un vecteur Y perpendiculaire à cette surface plane et les deux autres vecteurs Y et Z dans le plan de contact. On peut avoir une surface cylindrique de révolution. Alors ici, on va mettre une petite contrainte, c'est-à-dire que vous voyez ici, il y a la longueur de la surface de contact. Ici, on a le diamètre du cylindre. Alors, on va considérer que si le rapport L sur 2 est plus grand que L sur D, est plus grand qu'1,2, on va considérer que c'est un contact cylindrique. Alors, de toute manière, c'est toujours pareil, hein. On a O au centre de notre liaison, X suivant la direction du cylindre, Y et Z perpendiculaires à X. Et donc, si la distance L sur D est plus petite que 0,6, à ce moment-là, on considérera que le contact est annulaire, c'est-à-dire qu'on considérera que la largeur ici, L, est petite devant le diamètre, hein, inférieure à 0,6, et donc on est plutôt sur un contact de type annulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est entre les deux? Entre les deux, on évite. On évite quand on fait notre système, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un contact, on le verra hein, quand on modélise nos mécanismes, on a besoin soit d'un contact cylindrique, soit d'un contact annulaire, et on évitera de se placer entre les deux, parce qu'on a fait le choix d'avoir un type de contact. Si on veut un contact cylindrique, on mettra un rapport entre la longueur de la liaison cylindrique et le diamètre supérieur à 1,2. Si on veut un contact annulaire, on se mettra dans un rapport où c'est inférieur. Voilà, vous verrez en deuxième année le pourquoi du comment de ces valeurs-là quand vous étudierez les problèmes d'arc-boutement. On va continuer avec la notion de degré de liberté. Et alors, on va simplement les définir dans un premier temps avant de regarder ce que ça peut donner en termes de liaison cinématique. Donc, on va prendre notre repère ici, OX, Y, Z, et on va définir des libertés de mouvement de translation de 1 par rapport à 2 ou de 2 par rapport à 1. On va dire que Tx, c'est la capacité de bouger suivant X. Hein. Une fois qu'on a défini notre repère au niveau du contact, on dira si j'ai un mouvement possible suivant X, j'ai une translation possible suivant X. Donc de 1 par rapport à 2, hein, encore une fois, là on imagine que c'est le repère qu'on a défini qui est lié à notre contact. Et puis si on a une rotation suivant X, hein, à ce moment-là, on considérera qu'on a une rotation possible alors là, autour de X. On va la définir comme ça, on l'appellera Rx. Et on va définir de la même façon Ty, Tz, Ry, Rz. Voilà, donc une fois qu'on a placé notre repère lorsqu'on avait deux pièces en contact, on va dire, tiens, est-ce qu'un mouvement est possible suivant Tx? Est-ce qu'un mouvement est possible suivant Ty? Est-ce qu'un mouvement de translation est possible suivant Tz? Et ensuite, on va regarder les mouvements de rotation associés suivant Rx, Ry, Rz. Est-ce que tous ces mouvements sont possibles? Et ça va nous définir finalement 6 mouvements possibles. Et donc, on va définir le nombre de degrés de liberté d'une liaison entre deux pièces. Hein, et si on a 6 mouvements possibles, c'est qu'on a 6 degrés de liberté. Si on a 5 mouvements possibles, etc. Et quelle que soit la liaison, on aura au mieux les 6 degrés de liberté qui ont été définis. Donc, le nombre cinématique, NC, sera toujours inférieur ou égal à 6. Sachant que 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que les pièces autorisent tous les mouvements possibles entre les deux pièces. Et lorsqu'on a 0, on n'a plus un seul mouvement possible. Voilà, alors, on s'arrête pour cette vidéo à ce niveau-là. On va attaquer donc la modélisation et la schématisation des liaisons. Un petit aperçu rapide sur ce tableau qui peut faire peur. Donc toutes les liaisons ici, il y en a que quelques-unes qui sont définies. Toutes ces liaisons-là seront au final à connaître, avec les torseurs statiques, les torseurs cinématiques, la symbolisation des liaisons dans le plan, dans l'espace,
le nombre de degrés de liberté, où sont les degrés de liberté, etc. Ça peut faire peur, là, quand on voit ce tableau. Au final, tout ça, ça s'apprend très simplement pas à pas. Mais l'objectif à la fin du cours de première année, c'est d'être capable de créer ce tableau de tête. Et là, ça veut dire qu'on a une bonne maîtrise de la schématisation des mécanismes. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de ce cours.